Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de Caliantus. Aujourd'hui, je suis ravie, j'accueille ici dans cet espace Lison Leonetti, fondatrice de la Maison Nymphéa, un lieu, un tiers-lieu, un lieu ressource, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, et une boutique autour, des produits à base de lotus et c'est le propos de notre épisode aujourd'hui. Le lotus, une plante archétypale, un peu comme la rose, hein, des plantes avec des grandes histoires, des grandes symboliques. Et aujourd'hui, avec Lison, on va vous parler de ça puisque Lison a beaucoup recherché et a beaucoup rencontré le lotus. Je vais la laisser se présenter et ensuite, on vous emmène avec nous pour un voyage à la découverte de cette plante. Bonjour Lison, Bonjour Léa, merci. comment vas-tu? Eh ben, très bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Eh bien, je t'en prie. Moi, je suis vraiment ravie parce qu'il y a beaucoup à dire sur le lotus. Moi-même, j'ai déjà écrit, j'ai 2 articles là, au compteur. Un article où j'essayais de comprendre, en quoi le lotus n'était pas uniquement bouddhiste, parce qu'il a un peu, la cote dans l'iconographie et c'est souvent chez les bouddhistes qu'on le voit. Mais après, j'ai écrit un article sur, le lotus égyptien. Et c'est là que je te rencontre et c'est là que je suis, vraiment ravie parce que toi, tu as beaucoup, beaucoup exploré, eh bien, cette civilisation-là et donc avec toi, j'aimerais, vraiment qu'on y voit plus clair, sur cette plante qui a, je pense, en tout cas, j'en suis sûre, beaucoup à nous offrir. Donc déjà, écoute, quelle est ton histoire? Quel est ton parcours avec le lotus? Comment tu en es venue à le rencontrer? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Quelle symbolique tu as tout de suite vue chez lui? Je t'en prie, prends cette parole. Merci. Alors, c'est rigolo parce que j'avais un projet avant de rencontrer le lotus bleu, donc c'était un projet de créer des infusions de fleurs. Le tout premier projet que j'ai créé, le lotus bleu botanique, quand tu m'as connue, donc carrément le nom du lotus bleu. Mmh. Et pendant mes recherches de fleurs, donc je voulais m'inspirer de la cérémonie du thé asiatique, où d'ailleurs ils font des infusions de lotus, et ben, je voulais faire un univers autour des fleurs, de la rose, du jasmin, des fleurs comme ça et en faisant mes recherches, j'ai découvert le lotus bleu et c'est par ce biais-là, en fait, que je l'ai rencontré, mais il y a donc comme tu as pu le voir, il y a des informations, mais finalement pas tant que ça et donc bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire défiler, un fil rouge autour du lotus bleu. J'ai vu que voilà, il était, honoré en Égypte antique, qu'il était porteur de plein de symboliques, qu'il avait une divinité dédiée dans le panthéon égyptien. Et j'ai eu un coup de cœur en fait en découvrant cette fleur, en commençant à la goûter par les infusions. Voilà, au début c'était vraiment que ça. Après j'ai exploré la voie des parfums, mais plus tard. Eh bien c'est comme ça en fait que je l'ai découvert, que j'en suis tombée amoureuse et c'est en me mettant en chemin avec cette fleur que j'ai commencé à la découvrir. Et donc, quand je faisais mon projet entrepreneurial, que je faisais mes fiches produits, que j'en parlais, j'écrivais des petits articles, des choses comme ça. C'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai découvert des articles sur l'Égypte antique qui en parlaient. Je suis surtout allée visiter le musée égyptien à Berlin. Bon, c'est un peu un comble parce que c'est Berlin. Mais en tout cas, c'est là où j'ai découvert plein de d'artefacts antiques recouverts de lotus bleu. Mmh. Et je trouvais déjà un décalage entre ce qui était accessible en ligne comme information par rapport à l'omniprésence de la fleur.
Et j'étais là, je suis sûre que toi, tu vis plein de moments comme ça tout le temps, où j'étais un peu comme une folle là: «Waouh, il y a un truc à creuser, quoi». Mmh. Ah oui. J'ai pris tout le musée en photo, bon, des trucs que j'ai jamais réutilisés finalement. Mais voilà, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était pas vraiment révélé, qui était pas vraiment étudié en profondeur. Et donc voilà. Ensuite, j'ai, en fait, naturellement commencé à étudier, d'autres voies que l'infusion. Donc, les parfums avec, l'huile essentielle, les encens, et surtout d'en faire pousser moi-même, donc du coup au jardin des nymphéas, notre lieu ressource où on a fait un bassin parce que, voilà, je me disais tout on va en parler tout du long de l'épisode, le cœur de l'enseignement du lotus, qu'il soit égyptien ou asiatique, c'est sa capacité à partir de la vase, de pousser, de dépasser l'eau et de fleurir dans l'air au soleil. Donc en fait, c'est une alchimie des 4 éléments qu'on peut vraiment étudier, de manière vivante quand on fait pousser un lotus, quoi. On le voit, Mmh. pendant 6 mois de l'année qui ressemble à rien au fond de la vase, d'ailleurs on le voit pas et puis chaque année, il refleurit de la même manière et donc voilà et donc c'est en le faisant pousser aussi, en pouvant l'étudier de manière vivante que, j'ai, à la fois pu l'étudier plus en profondeur, mais aussi voir que c'est un miroir de nos propres processus intérieurs. Et donc c'est là où c'est un peu curieux parce que ma rencontre avec, c'est pas, j'étais pas dans ce processus-là alors je l'ai étudié, c'est j'ai commencé à l'étudier et puis j'ai vécu moi-même un processus de transformation où j'ai quitté une vie, heu, voilà, qui était sympa à l'époque, mais voilà, j'ai eu un éveil où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne me convenaient plus dans ce mode de vie-là. J'étais cadre dans le spatial et tout ça. J'ai décidé de tout quitter pour écouter, voilà, plus la voix de mon cœur, voilà, faire des choix un peu courageux comme aller vivre, dans la campagne, faire mon bassin de nénuphars sans trop savoir ce qui allait m'arriver et c'est là où tous ces enseignements sont venus m'éclairer. Donc voilà, un petit peu la rencontre avec le lotus bleu et qui continue encore parce que, comme je te dis, c'est une fleur qui refleurit chaque année. Donc je me rends compte que, moi, chaque année, même si je crois Mmh. avoir compris des choses, je crois avoir, transformé des choses, ça s'arrête pas. Mais c'est ce que j'adore dans ton approche, qui est celle du lotus, mais qui est aussi plus globale, hein, dans ton rapport au monde. C'est que c'est vraiment très incarné, en fait. C'est vraiment un miroir que te tend le vivant, et je trouve que le symbole dans cet aspect-là, il est magnifique, tu vois? Parce il s'impose, en fait. Donc merci, pour ce partage-là. Tout à l'heure, avant de se connecter, je te disais que, fun fact, aujourd'hui même, j'ai été, face à, un nénuphar, dans un parc. Il y en avait 3 dans une grande, grande mare et là, tu m'as dit: «Mais attends, est-ce que c'était un lotus ou est-ce que c'était un nénuphar?» Et j'ai trouvé la façon dont tu me l'as expliqué, très, très belle, puisque, en fait, ça me fait faire une transition vers ma deuxième question qui est que, quel est finalement ton rapport avec, l'aspect spirituel du lotus? Puisque comme tu le disais, je rebondis là-dessus, il est extrêmement présent dans l'iconographie, qu'elle soit égyptienne ou bouddhiste. Évidemment, tu as le Bouddha sur le lotus, tu as aussi Vishnu, dans ce qui va être hindouisme. Donc il est très présent, très, représenté. Heu, mais pourquoi et comment? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue spirituel aussi? Parce que toutes ces traditions-là, elles sont éminemment spirituelles. Et je trouve que dans ta façon de m'expliquer, la différence entre, le lotus et le nénuphar, c'était très beau et donc ça m'emmène à te demander de le refaire, de me réexpliquer, comment toi tu envisages la différence entre ces 2 plantes, qui ne sont pas les mêmes. Et après, comme ça on glissera doucement vers le bouddhisme et l'Égypte. Ça marche. Alors, la différence principale entre le nénuphar, donc ce que tu as vu, c'est que les feuilles, du nénuphar, elles sont posées sur l'eau. Alors que le lotus, c'est vraiment, les feuilles qui sortent de l'eau. Il y en a quelques-unes qui sont posées, mais la majorité se hisse au-dessus. Les feuilles sont au-dessus et la fleur aussi.
Et donc je te disais que la différence du coup d'un point de vue intérieur, en fait, c'est on va direct dans les grandes questions métaphysiques, Ah oui. c'est la différence en fait de poser ses feuilles sur l'eau ou carrément se hisser au-dessus et ne pas toucher. Et moi dans mon étude du lotus en Égypte antique, ils associent en fait les feuilles du lotus à la planète Vénus et à la conscience du cœur, de l'amour. Donc en fait, moi, j'y vois le même enseignement dans le nénuphar, donc avec les feuilles posées sur l'eau, que les enseignements intérieurs de Jésus marchant sur l'eau. Donc c'est-à-dire, par exemple, ça aurait pu être Jésus volant sur l'eau. Mais non, il marche dessus. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de garder le contact avec l'eau, qui est en fait, d'un point de vue alchimique ou intérieur ou ésotérique, nos émotions, les influences, le monde aurique aussi. Enfin voilà, il y a plein de manières de l'appréhender. Et du coup, pour moi, l'enseignement du nénuphar, c'est de ne pas se laisser engluer dans ce monde-là, mais de se poser dessus. Garder contact avec, mais ne pas se laisser vivre dedans. Donc voilà, on peut le voir comme voilà, maîtriser en fait ses émotions, on peut le dire de manière très concrète. Donc voilà, donc il y a bah, dans nos traditions, voilà, Jésus marchant sur l'eau. Chez les soufis, il y a la représentation de Ridr, qui est un sage soufi qui surfe sur un poisson et qui vient un peu parler de ce même mystère. Le lotus, par contre, donc, qui est dépeint partout en Asie, donc dans le bouddhisme, en Chine, dans le taoïsme aussi. Mmh. Les mystères de la fleur d'or, du lotus d'or, ça aussi, on pourrait en parler. Euh, Oui. Et donc le lotus, lui, il n'a pas cet enseignement, on va dire, d'être posé sur l'eau. C'est carrément en sortir. Donc voilà, moi, c'est ma vision. En fait, je le vois comme ça parce que je trouve l'enseignement du nénuphar hyper utile à notre époque. euh, et les voies spirituelles enseignent beaucoup, voilà, cette maîtrise des mondes intérieurs, maîtrise des émotions, et en même temps d'être connecté à elles. Donc voilà le rapprochement que je fais et en même temps, c'est vrai qu'en Asie, comme ce sont vraiment des enseignements s plus spirituels, peut-être moins, dans la vie incarnée du quotidien, je trouve que ça correspond bien en fait l'utilisation des 2 fleurs. Alors qu'en Égypte antique, où voilà, eux, c'était une spiritualité ancrée. On honorait les dieux par, les animaux, les végétaux, les minéraux. C'était, la nature qui était, une représentation des forces divines. Donc je trouve que, voilà, leur choix du nénuphar, elle, représente bien par son enseignement cette vision de la spiritualité. Et en Asie, voilà, plus ce côté, le lotus immaculé, Mmh. heu, qui se hisse au-dessus. Et les 2 enseignements sont valables, mais il y a une petite nuance. Oui, c'est vrai, c'est très beau et puis, moi ça me fait penser à à cette c'est un texte, hindou où vraiment, tu as, le principe créateur qui naît une fois que le bouton de lotus s'est hissé, tu vois? Il est dessus après, mais Oui. effectivement, il arrive comme un peu comme couronné, quoi. Et du coup, tu me parlais aussi du sutra du lotus, parce que dans mes recherches, j'en ai pas parlé particulièrement, mais en fait, dans notre environnement, j'allais dire immédiat ou tu vois, ce qu'on pourrait voir même sur les réseaux sociaux, tout cet engouement autour de l'Asie, eh bien, il y a beaucoup de mantras, qui parlent du lotus. Beaucoup de positions de yoga qui parlent du lotus et moi, en tant que sémiologue, j'adore, évidemment ça puisque c'est comprendre ce qui nous touche directement, tu vois? Et notamment, moi, il y a un chant, heu, enfin un chant, c'est pas je vais pas le chanter, mais en tout cas un mantra qui s'appelle Om Mani Padme Hum, je pense que tu connais, et qui, parle du joyau du lotus, tu vois? Donc j'aimerais, peut-être avant qu'on parte en terre égyptienne, que tu nous parles, de ta réception du Sutra du lotus et de ce que tu y vois, peut-être, et des résonances que tu y vois avec, le lotus bleu que tu côtoies beaucoup. Voilà, nous dire comment tu reçois ça toi? C'est intéressant parce que j'ai, commencé à le découvrir il y a peu, ce Sutra du lotus et de là, d'en parler avec toi, ça me fait prendre conscience que justement, c'est des textes très, en fait, ça parle d'expériences intérieures extrêmement,
comment dire? Ouais, extraordinaire. Donc c'est des textes qu'on peut lire, le Sutra du Lotus, enfin moi quand je le lis, il y a beaucoup d'expériences que je n'ai pas faites intérieurement. Des Bouddhas qui discutent ensemble, qui partagent des sagesses. C'est vraiment un niveau, ouais, de maîtrise spirituelle incroyable, mais qui n'est pas enseigné forcément dans la vie quotidienne. C'est vraiment les mystères spirituels à très haute, pour moi, c'est ce que j'aime bien appeler les voies à haute intensité spirituelle. C'est vraiment, mais en accord avec le lotus, en fait. C'est ces sciences initiatiques qui sont vraiment liées au domaine de l'esprit, du purement spirituel et pas forcément de la vie quotidienne. Il y a pas de conseils pratiques pour la vie quotidienne dans le Sutra du lotus. C'est des textes vraiment, bah, voilà, qu'il faut savoir appréhender. Moi, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas les clés. Je le lis, je sens la beauté et la poésie, mais c'est pas des expériences intérieures que j'ai vécues. Donc, voilà, par exemple, pour le Sutra du Lotus, mais c'est comme ces textes sacrés où des fois, on sent qu'on perce pas tout le mystère du texte, Mmh. mais on commence à voir voilà, comme ce que tu as dit, le mantra Om Mani Padme Hum, le joyau dans le lotus qui a quelque chose à l'intérieur de précieux. Et, et donc voilà, c'est toutes ces sagesses bouddhiques qui sont enseignées dedans. Euh, et, euh, et voilà, je pense que la manière dont est représenté le lotus ou le nénuphar dans le monde fait écho aussi à ça. Chaque civilisation porte un message particulier et par exemple les religions asiatiques comme le bouddhisme ou le taoïsme, etc., c'est vraiment des voies à haute intensité spirituelle, des voies très voilà, spirituelles, assez aériennes comme le lotus. Et donc ça correspond bien. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis tout ça et en ayant certains de tes produits aussi à base de lotus, moi j'ai l'huile, fantastique, et la brume en fait aussi, les 2. Mais moi c'est surtout dans l'huile que je vais faire un lien parce que quand j'ai étudié moi ces plantes, la façon dont elles étaient représentées, les plantes égyptiennes sur les fresques notamment, heu et que j'ai découvert qu'il y avait évidemment tout un tas de rituels, heu, qui parlent, de la mort, mais qui parlent de la vie aussi, hein. Tout cet aspect, amoureux. Mais alors amoureux, j là je le dis dans un sens large. C'est-à-dire que, i dans son rapport au monde, tu vois? Dans un rapport aux dieux, aux divinités, dans un rapport à l'autre aussi. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient aphrodisiaques, on parlait des parfums. Heu, Moi je trouve que j effectivement le lotus, il a une place qui est très différente dans cette tradition égyptienne, où il vient vraiment enivrer de son parfum, de son goût. Du coup, c'est très, très différent en fait, comme rapport. Je je me souviens de la conclusion finalement que j'avais de cet article, c'était, toutes ces plantes-là, toutes les plantes égyptiennes, elles accompagnent le défunt dans l'autre monde, mais elles l'accompagnent aussi dans le monde actuel, enfin dans son monde le monde de son vivant. Heu bah, tout ce qui va être aphrodisiaque, ça va être pour réveiller son élan vital. Il y a d'autres plantes qui vont, le protéger. En fait, elles ont tout un rôle, quoi. Elles sont gardiennes de différents pans de la vie. Donc c'est vrai que moi, j'ai ce ressenti-là, en tout cas, avec, l'Égypte. Heu et justement, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu davantage de ce rapport qu'il a entre la mort et la vie. Toi, qu'est-ce que tu en dis de ça? C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que je me suis posé ces questions, tu vois, justement sur... en fait, moi, j'ai toujours abordé, mais même par exemple le Sutra du Lotus, j'essaie de le regarder avec un œil différent de mon œil d'aujourd'hui, qui est une française, tu vois, des temps modernes, où on a, voilà, on a une éducation purement matérialiste, à l'école en tout cas. Et donc, du coup, c'est difficile d'appréhender ces mystères avec le bon bagage. Donc, par exemple, en Égypte antique, voilà ce livre des morts ou voilà ces textes funéraires qui parlent
de ce voyage, en fait, du défunt, pour aller de l'autre côté, je me suis vraiment questionnée, sur, eux, ce qu'ils essayaient de dire et est-ce qu'ils parlent vraiment du voyage de la mort? Est-ce que c'est, métaphorique? Est-ce qu'on parle plutôt de processus de transmutation intérieure? Et ma conclusion actuelle, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire qu'ils avaient, de ma compréhension, cet art de s'exercer à mourir de leur vivant. Donc ap c'est ça le livre Mmh. des morts égyptien, c'est, hem, bah, voilà, ces formules pour nous accompagner dans ce voyage vers l'au-delà. Hem, mais ils avaient des pratiques pour le faire de leur vivant et donc c'est là où pour moi ça fait écho aussi aux philosophies orientales où c'était des civilisations qui connaissaient ces mystères du, comment on appelle enfin, il y a la décorporation mystique ou je sais plus comment on dit, le voyage astral. En gros, l'art de faire voyager l'esprit hors du corps de son vivant et en fait de déjà vivre la mort, heu, du corps temporaire pour aller, voilà, dans le monde de l'esprit. Et pour moi, c'est un peu la similarité entre ces 2 enseignements. Mais pour moi, chez les Égyptiens, il y a aussi cet art de le faire dans la vie quotidienne et qu'en fait, ces mystères-là, ils peuvent aussi se vivre au quotidien et voilà, moi, comment je comprends, par exemple, le livre des morts égyptiens et tu vois, la différence avec un livre comme le Sutra du lotus, c'est que le livre des morts égyptiens, il va te parler de choses que tu peux vivre aujourd'hui, mais dans la vie quotidienne. Par exemple, il va te parler du soleil qui se lève et qui se couche, du nénuphar qui s'ouvre et qui se ferme, du héron, de choses que tu peux voir de tes propres yeux, vivre, expérimenter et les comprendre d'un point de vue intérieur par analogie. Alors que dans des textes de justement sur ces sciences, bah, de voyage spirituel qui sont, voilà, ce que j'appelle à haute, vibration, c'est beaucoup moins, concret pour la vie du quotidien. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il y a une double lecture, ouais, une double manière de voir les choses dans, les enseignements égyptiens sur les rites funéraires, où il y a d'un côté, oui, la préparation, au passage de l'au-delà quand le corps meurt véritablement, mais aussi le faire de son vivant, pour justement, eh ben, explorer les mystères, de la conscience intérieure. Mmh. Et justement, moi, ça me fait fort penser à tes produits à base de lotus, qui sont pour moi un clin d'œil à ça parce que moi, quand je faisais mes recherches, je voyais effectivement qu'il y avait, des femmes qui mettaient des huiles, parfumées au lotus dans leurs cheveux, qu'il y avait du vin, qui avait été infusé au lotus, donc des choses très, tangibles. Enfin, finalement, voilà, elles se mettaient de l'huile, elles sentaient l'odeur du lotus, elles le mettaient dans leurs cheveux et cetera et donc ce que je trouve très très beau chez toi et pour ça que j'ai acheté tes produits évidemment, c'est qu'il y a vraiment une volonté de revivre un peu l'historicité de ces symboles dont on parle là et de se dire: «OK, ben, en fait, cette plante elle existe toujours, essayons de voir comment on peut rentrer en contact avec elle, et comment on peut comprendre finalement ce qu'on voit sur ces fresques-là, comment on peut comprendre ce qui a été écrit». Donc donc ouais, moi j'adore, mais puis c'est magnifique. Bon, ça c'est personnel, mais je trouve que la fleur de lotus est magnifique quand elle est séchée en plus et et voilà, je trouve que c'est fantastique. Toi, quel a été ton processus, je dirais, pour, par exemple, créer cette huile à base, de lotus? Est-ce que tu t'es est-ce que ça a été complètement, heu il y a une inspiration comme ça qui t'est tombée dessus ou est-ce que tu as cherché à recréer quelque chose? Heu on va parler de Néfertum après qui est la divinité, dédiée, aux onguents, aux parfums et cetera. Voilà, comment toi tu t'as cheminé avec tout ça? Alors c'est intéressant, que tu demandes parce que, toutes mes créations qui me sont venues avec le lotus, ça a toujours été fait de manière intuitive, un peu comme des Mmh. réceptions. Parce que, bah, tu connais les produits, du coup, tu vois, par exemple, l'huile au miel et au lotus bleu, c'est très simple. C'est de l'huile infusée au miel et au lotus bleu. Voilà, c'est très peu d'ingrédients. L'inspiration, elle est venue, je me rappelle, c'était au tout début
voilà, quand j'ai commencé les infusions de lotus, j'achetais des huiles essentielles pour, parfumer ma maison. Mais, j'étais à 10 000 à l'époque de me dire: «J'en ferai des produits plus tard». Mmh. J'adorais mélanger déjà la rose et le lotus bleu. C'était un peu, tu vois, mon odeur signature à la maison. J'avais un brûleur à parfum, je mettais des essences comme ça avec un peu d'eau, ça sentait très bon. Et à l'époque, déjà, j'avais trouvé ça hyper dur de trouver de l'essence de lotus bleu. Donc j'avais Ouais. trouvé de l'Absolu qui allait très bien, à l'époque. J'avais payé ça cher, mais voilà, comme je le faisais, c'était super. Et donc, bah, j'ai gardé cet absolu pendant quelques années, et jusqu'à ce que j'y revienne. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout le temps créer, en fait. J'ai comme le lotus, j'ai besoin de me renouveler, chaque année, chaque saison. C'est vraiment dans ma nature. Donc, bah, j'ai toujours envie d'explorer des nouvelles choses et donc, passer, quelque temps à faire les infusions, ce qui était génial parce que du coup, comme je me concentrais que sur une fleur, sur une utilisation, simple et précise, j'ai pu aller en profondeur dans la plante et après, bah, je me suis dit: «Mais attends, une plante, il y a aussi l'huile essentielle, il y a plein de manières de l'utiliser» et c'est là où j'ai commencé à explorer les parfums et donc c'est là où j'ai commencé à créer l'huile. Je me suis dit: «Bah, tu vas faire une huile, au lotus bleu». J'ai fait un parfum aussi et donc mon compagnon qui est apiculteur, à l'époque commençait à récolter du miel, des rayons de miel et tout ça et j'avais envie en fait, mais c'est intuitif, tu vois? J'avais envie je trouvais qu'il y avait une belle harmonie entre le miel, le lotus bleu, donc j'ai fait, l'huile infusée comme ça et hem et en fait, l'odeur du lotus, elle est tellement incroyable que, tu vois, tu as pas besoin de mettre, en fait, moi, c'est ça Mmh. que j'adore, c'est que la nature se suffit. Moi, je vois énormément de luxe dans la nature, dans juste ce qu'elle est, parce que pour moi, c'est la peinture de Dieu, c'est la création divine, donc tout ce qui est naturel pour moi est une merveille, est un luxe et donc juste, voilà, une huile comme ça où le parfum du lotus, t'embaume. Tu sais qu'il y a les qualités vibratoires du miel qui sont incroyables. L'huile d'amande douce, l'amande aussi, c'est tout un mystère. C'est, c'est un arbre qu'on retrouve dans toutes les traditions sacrées, qui est porteur aussi, voilà, d'un enseignement. C'est un des arbres les plus précoces, qui annonce la floraison, le renouveau. Donc en fait, moi, j'adore la sagesse et la profondeur derrière des produits simples comme ça, tu vois? Comme une huile et mon Mmh. produit, je l'ai juste appelé l'huile parce qu'en fait, tu mets ce que tu veux derrière. Ou ça te parle et tu rentres dans ce mystère intérieur ou juste ça sent trop bon et ça te plaît et c'est bien aussi. Mais c'est ça, moi, que j'adore dans l'enseignement égyptien et donc c'est pour ça que je me dis: «Ah, c'est rigolo, on en revient aux mêmes créations» parce qu'en fait, c'est la même manière de voir les choses. Où Dieu, il est dans la nature et dans la simplicité, donc tu en reviens à faire les mêmes créations qu'il y a 3 000 à 4 000 ans parce que Mmh. c'est le même souffle derrière. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Avec, les années qui ont passé, je me dis parce que ça m'a intriguée, moi, je me disais: «Ah oui, beh», tu parlais de Néfertum, le dieu, des onguents et des parfums. Je me disais: «C'est incroyable. Tu travailles avec, le lotus bleu et tu es inspirée comme ça à faire des parfums, des onguents, enfin des baumes». Et je me disais: «Mais non, c'est parce qu'en fait, c'est ce que t'inspire naturellement, le lotus quand tu le sens. C'est une des choses qui t'inspire à faire. C'est dingue». Mmh et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de Néfertum? Qu'est-ce que tu as trouvé sur lui? Parce que c'est quand même fou qu'il y ait une divinité, qui soit aussi liée au lotus. Oui, bah, comme ce que tu viens de dire, quand je faisais mes recherches, comme je te disais, il y a très peu d'informations. En tout cas, moi, je me suis rendu compte en cheminant vraiment avec le lotus qu'il y avait plein d'informations fausses. On en a parlé un peu la dernière fois. Beaucoup d'informations comme quoi c'est une plante, psychédélique, utilisée, Mmh. et en fait, quand on chemine avec la plante, on voit que c'est pas du tout ça son message. C'est pas du tout ça. Heu et donc en faisant les recherches, en essayant de trouver, plus de d'informations, je suis tombée donc sur le dieu lotus, Néfertem. Hem, Néfertem qui peut vouloir dire la beauté accomplie ou, la complétude, voilà vraiment cette notion, ouais, de complétude et de bonté, de beauté. Et donc c'est ce dieu qui a une forme humaine, et qui est, surmonté qui est couronné d'un lotus bleu et c'est le fils de la déesse Lyon Sekhmet, la déesse solaire, la déesse, qui représente,
la divinité féminine dans son côté puissant, noble et du dieu Ptah, donc c'est le père de Néfertem, donc c'est le principe de la création. C'est le dieu, ouais, c'est le dieu comme dans la Bible, celui qui, lorsque, le verbe se fit chair, c'est la première émanation manifestée et donc de leur union, de ces 2 forces primordiales, naît, le dieu Néfertum. Et donc il se trouve aussi être le dieu des parfums et de la guérison. Mais on a peu, en fait, d'informations sur lui. On a peu d'informations sur les cultes qui lui étaient rendus, sur vraiment, son enseignement. Donc moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup, étudié, sa cosmogonie, comment il est né, par qui. En fait, on parle de quel processus? Et hem et hem, il est aussi représenté souvent sous forme de lion. Il est, Mmh. donc il y a des je ne sais plus, quel est le temple. J'ai un trou là où voilà, il y a des chapelles associées à Néfertem. C'est là où on trouve des sculptures de lui, hem, où il peut être représenté aussi sous forme de lion et en fait, moi je vois dans Néfertum plusieurs choses. Je vois, le récit de la création du monde, où voilà, c'est vraiment, la création du monde, un peu comme notre Genèse, où, ce sont 2 forces primordiales, une masculine et une féminine qui s'unissent et créent une première forme de vie, Néfertum, qui est le nénuphar primordial. Tu en as parlé au début, comme chez les hindous. C'est là où pour moi, c'est le même enseignement. Pourquoi on utilise le lotus? Parce que c'est ce que tu as dit, c'est processus de la création où, d'un chaos primordial, des eaux primordiales se hisse une forme d'existence, une création. Et j'ai le dessin là, c'est du livre des morts égyptien, où Osiris est sur son trône. Son trône est sur les eaux primordiales, et de ce trône est Mmh. issu le nénuphar bleu primordial, avec les 4 fils d'Horus, qui sont, dans ma compréhension, les 4 éléments. Donc, pour moi, la naissance de Néfertum, ou bien ce dessin-là, parle du même processus de la création du monde. Euh, où voilà, c'est vraiment une manifestation de la conscience cosmique dans le monde matériel, par l'union, voilà, de Sekhmet, le féminin, puissant, Ptah, hem, de leur union naît, Néfertem. Le lien Mmh. avec le mystère des parfums et de la guérison, je ne le connais pas. Je sais que Sekhmet était, voilà, par exemple, Sekhmet, lui était voué des cultes liés à la guérison et tout ça. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas étudié plus d'informations sur, Néfertem, sur ces sujets-là. Mais Voilà. justement, tu parles merci beaucoup, tu parles de Néfertem dans tes formats sur YouTube, disponibles sur YouTube, où tu brosses un grand panorama, symbolique et spirituel et intellectuel aussi, hein, de ta compréhension du lotus, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui me semble, voilà, toi tu es face à ça tous les jours puisque tu en as chez toi. Mais cette plante fascinante qui quand même qui rentre et qui sort dans l'eau, quoi. Il y a un mouvement, et moi dans ma compréhension symbolique, évidemment, ce mouvement de renaissance comme tu disais tout à l'heure même, alors il y a le mouvement, journalier, enfin je veux dire jour-nuit et après il y a, la floraison qui, comme toi tu y faisais référence, arrive chaque année et donc voilà ça double encore la symbolique. Mais effectivement, c'est quand même fascinant, c'est assez rare et je pense que c'est une partie de la réponse, de pourquoi c'est une plante qui est si archétypale. C'est parce qu'elle a tu vois, comme la rose, qui a des pétales extrêmement douces, mais des épines, et bah, le lotus, il a ça de bah, voilà, des couleurs magnifiques, vibrantes et cetera et il retourne dans l'eau et il revient et il retourne dans l'eau et il revient. C'est quand même enfin, j'ai l'impression que globalement, on est plutôt assez déconnecté de tout ça malheureusement dans notre société. Déjà parce que franchement, on n'en voit pas à tous les coins de rue des lotus, mais même, heu, on n'est pas assez dans la contemplation. Si tu veux, toi, évidemment, tu en as chez toi, mais hem
qui prend le temps de voir le lotus retourner dans l'eau, tu vois? Alors que ces populations, ces civilisations, elles avaient un rapport au temps, au grand temps, un rapport, au monde qui était très différent et donc toute cette dynamique de renaissance, de régénération, presque d'immortalité, de cycle infini, enfin, tu vois, toi, face à ça, est-ce que tu as lu des choses même chez les Égyptiens par rapport à ça? Moi, je sais qu'ils comparaient beaucoup le lotus à la course du soleil aussi, tu vois? Donc comment toi tu l'as reçu ça? Hem, il y a plein de dimensions. Il y a, il y a le côté de la saisonnalité, comme tu as dit, où c'est vrai que déjà, ç en fait, ça nous parle des processus, tout simplement de la roue de l'année, où voilà, en fait, il y a vraiment un enseignement très puissant sur le lotus, sur le fait que l'essence, elle réside dans les racines et pas dans la Mmh. fleur. Et qu'en fait, le lotus, il est pas magnifique toute l'année. Il passe, je crois 4, non, entre 4 et 6 mois, la moitié de l'année, à l'air, au soleil, à sentir méga bon. En mode joli, Hein? en mode joli, C'est ça. Mais en fait, les 6 mois de l'année, qui restent, c'est pas glorieux, hein, c'est franchement. dans la boue. Ouais et puis, moi, je vois ma mare l'hiver, c'est tristounet, hein. Il y a tu vois, il y a pas il y a pas de fleurs, il y a pas de feuilles, tu vois? Tout est et donc, bah, les lotus, les nénuphars, à ce moment-là de l'année, ils sont juste au stade de rhizome, de racines et il y a rien et pourtant tout est là, puisque c'est de là que va sortir la floraison. Donc pour moi, c'est, encore une fois, c'est un grand mystère sur, la nature de l'existence, sur, la nature de la création, sur ses rythmes, ses saisons, le fait qu'il faut passer par, l'incréé, le sombre, les ténèbres pour ensuite renaître dans la lumière et voilà, ils avaient, aussi, bah, cette contemplation de la course du soleil qui, de la même manière, chaque jour renaît des ténèbres, qui parfois est plus présent dans le ciel, donc bah, comme là maintenant, là on enregistre en plein août où c'est le pic de ces énergies solaires, où le lotus justement est visible, manifesté et épanoui et puis, en hiver quand il y a pas de soleil d'ailleurs ça c'est intéressant aussi, mais le lotus bleu, c'est tropical. Normalement ça survit pas dehors l'hiver dans des régions comme la mienne en France, là dans le sud de la France, mais cette année, ça a marché, il a pas fait trop froid. Mais, Mmh. mais bon, c'est intéressant parce que je me dis, pourquoi? En fait, je me pose toujours la question: «Pourquoi?» Pourquoi il y a des nénuphars rustiques, les blancs, les roses et les jaunes qui, eux, supportent, très bien l'hiver, mais les bleus et uniquement les bleus, eux, ils supportent pas le climat trop froid. Bon, encore à Mmh. explorer. Ouais, ça me fait penser à ce statut à part de cette plante là, du nénuphar, du lotus bleu. Moi je me souviens qu'une des premières mentions du lotus, elle est transmise par l'épopée de Gilgamesh. Je sais pas si tu vois cette histoire-là? Oui, Qui est tirée de tablettes mésopotamiennes, au moins 3000 ans avant notre ère, enfin, donc avant l'Égypte, heu, où l'idée, c'est que, c'est une tablette qui compte la recherche, du lotus qui provient d'un jardin, un jardin où en fait c'est les dieux qui viennent se reposer parce que, la tablette nous dit que cette fleur, qui est donc vraisemblablement un lotus, est la plus belle de toutes les fleurs. Et donc forcément, elle ne peut appartenir qu'à des espaces-temps très restreints, très luxuriants. Là, si tu parlais de tropicalité, c'est pour ça. Peut-être qu'effectivement et c'est pour ça et que cette symbolique, elle s'est, tu vois, le glissement sémantique, il est peut-être apparu là où en observant que c'était des plantes, enfin une variété de plantes qui ne pouvaient résister qu'à un seul type de climat, et ben, en fait, on l'a glissé comme ça dans le monde céleste, dans le monde des dieux, tu vois? Alors évidemment, je sais pas s'il s'agissait du lotus bleu, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça quand tu m'as dit: «Ah là, ça a marché, mais normalement c'est compliqué», mais par et c'est peut-être pour ça qu'il a été, aussi associé à des pratiques, réservées,
à des élites, hein, sans doute, quand même, que ça soit en boisson, en onguent, tout ça, je pense que c'est assez clair que c'était réservé à des populations qui étaient pas, heu, qui étaient pas, enfin qui étaient pas modestes du coup. Voilà, je vais y arriver. Ouais, ça m'a fait penser à ça, mais c'est, c'est vraiment une plante qui cristallise énormément de croyances, énormément de mythes, énormément de légendes, et un vrai rapport au sacré. Je crois que c'est même, tu vois, là, je reviens dans le monde, dans mon monde de prof, de sémio, où quand je demande à mes étudiants, «Bon, c'est quoi selon vous le symbole du bien-être?» Mais ils me disent le lotus. Ouais, Parce c'est qu'ils fou. le voient, parce qu'à chaque fois qu'ils le voient, ils en ville, enfin, tu vois, dans leur représentation à eux, bah, dans les instituts de beauté, enfin, tu vois? Et c'est très lié à tout ça. Après, il y a aussi, évidemment toute cette, des studios de yoga, la pleine conscience, bah, le village des pruniers, peut-être que ça t'évoque aussi, quelque chose où, bah, Thich Nhat Hanh qui est donc qui est le fondateur du village des pruniers, lui a toute une rhétorique autour du lotus, tu vois? Sans boue, pas de lotus, donc oui, finalement, sans galère, pas d'éveil, pas galère, tu vois? Mais sans épreuve. Sans épreuve, pas d'éveil, et je pense qu'il y a tout ça aussi qui vient être, particulièrement, prégnant, dans la réception qu'on a de cette fleur, et pourquoi j'en reviens encore à cette chose de plante archétypale, de plante reine, où elle nous enseigne beaucoup sur nous, et ça, c'est toi, tu nous as expliqué déjà, à plusieurs reprises à quel point ça venait, en miroir, tu vois? Ça venait t'enseigner. Complètement. Et et j'en reviens moi aussi beaucoup à cet aspect très concret, donc on a dit, hein, on a dit qu'on pouvait l'utiliser pour se parfumer, ce que je fais grâce à ton huile, qu'on pouvait aussi la manger, et là, peut-on parler, de l'épisode de l'Odyssée, s'il vous plaît? Qui est très mystérieuse, hein, honnêtement, je me Mais pose oui, plein de questions dessus parce qu'on l'a lu il y a pas longtemps, en famille et est-ce que tu cet peux nous la transmettre là rapidement? rapidement, bah, donc c'est un des passages dans l'Odyssée d'Homère où, il s'arrête, je pense que c'est au milieu à peu près, où il s'arrête sur, c'est une île, je crois, l'île des Lotophages. C'est une île Mmh. où, bah, il fait vraiment bon vivre, les gens sont super sympas, c'est luxuriant et là-bas, tout le monde mange des fruits mystérieux, des fleurs mystérieuses et voilà, c'est tellement délicieux qu'on s'endort, on fait la sieste et puis, voilà. Donc en gros, l'équipage d'Ulysse, bah, voilà, reste sur l'île, ne veut pas partir et voilà, se plaît tellement, se fait tellement endormir par ces, mystérieux fruits que voilà, ils veulent pas partir donc c'est, bah, toute l'aventure de réussir à reconvaincre l'équipage de quitter et cet épisode, il est hyper intéressant parce que dans mes premières recherches, je suis tombée dessus, j'étais là: qu'est-ce que c'est?» Et en fait, on sait pas dire si c'est vraiment le lotus, si c'est, parce qu'il y a un autre nom botanique pour une plante, je crois le lotos, qui n'est pas la même plante, qui fait des fruits, donc on sait pas trop dire. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez, mystérieux. Parfois ils disent que c'est un genre de pistachier, c'est assez, ou qu'une fève, en fait. Voilà, donc Ouais. c'est curieux et puis ce côté un peu, voilà, narcotique qui endort, donc je sais pas. Après je sais aussi qu'il y a tellement de traductions de l'Odyssée Oui. et pour moi, encore une fois, ce texte, c'est un texte initiatique, c'est une cartographie, des processus intérieurs de transmutation et du coup, des traductions qui se sont beaucoup modifiées permettent pas forcément de saisir, vraiment de quoi on parle. Après, je pense que le message est le même, c'est que voilà, faut pas se faire endormir par les plaisirs, donc peu importe si on Mmh. parle de lotos, de lotus, de trucs, de machin. Mais cet épisode, il est hyper intéressant, il est hyper mystérieux parce que je pense pas que ce soit, qu'il y ait vraiment de traces endémiques en Europe de ce nénuphar, de ce lotus, même si c'est un peu répandu partout.
Nous, dans nos traditions, on n'en parle pas trop, heu, avant une certaine époque. Heu, donc heu, donc ouais, c'est curieux que parce que ce serait voilà, je crois cette île des Lotophages, il le situe à peu près vers la Tunisie. Mais c'est curieux parce que à l'époque, enfin, est-ce qu'il y avait des lotus? Bon voilà, tout cela est bien mystérieux. Mais par contre, Oui, tout à l'heure, quand tu parlais des asiatiques, et tu vois, je te disais un petit peu mon parcours avec, la découverte des infusions de fleurs et tout ça, la cérémonie du thé chinoise. J'ai vécu en Asie et là-bas, on mange beaucoup de lotus. C'est vraiment, je sais pas avec quoi je pourrais le comparer. Nous, on mange pas trop de, produits aquatiques, mais eux, ils ont une gamme de, tu vois, de plats faits à partir de végétaux ouais, aquatiques, dont les racines de lotus qui sont c'est un de mes plats préférés, c'est trop bon, c'est hyper croustillant. Heu, il y a aussi les graines de lotus qui se mangent, en Inde, ils font, comme un espèce de popcorn avec. Heu, il y a, fantastique. voilà, il y a plein de trucs qui existent autour du lotus en Asie à manger aussi et c'est intéressant parce que, tu vois, manger des racines de lotus, maintenant je le vois par exemple dans mes initiations autour du lotus bleu, je propose justement plein de manières de travailler avec et il y a notamment de le manger et notamment de manger des racines de lotus. Parce que quand tu le fais avec conscience, comme on l'a dit, en fait, le cœur de l'essence du lotus, c'est ses racines, c'est pas sa fleur. On Ouais, est c'est là qu'il y tous a tout, hein. c'est ça, on est tous fascinés par la fleur, mais l'essence de son être, elle est dans les racines aussi, dans la graine aussi. Et donc du coup, voilà, c'est une expérience, si tu as jamais fait, s'il y a des, restos chinois, vraiment authentiques, là où tu es, je te conseille vraiment de goûter, c'est incroyable. Bah, écoute, avec plaisir. Moi, je j'ai toujours goûté ce que je ne connais pas. Hem, mais oui, oui, bah, ça c'est cet aspect, nourriture, forcément, ça fait écho avec tout ce qu'on a dit où, quelque part, c'était un peu comme une nourriture spirituelle, hein, tout ça. Hem, qui est amené sur des plans plus spirituels, mais que, il y a aussi tout un aspect, pratique, on y revient, où aussi dans la façon dont le symbole se forme, il y a toutes ces propriétés, tu vois? Et donc dans ce que tu dis, pour moi, ça vient, habiller continuer d'habiller le lotus dans sa réception, dans sa symbolique, puisque, au-delà de tout ce qu'on a dit, il a aussi des propriétés qui ont sans doute infusé, enfin, sans doute, très certainement infusé la réception qu'on en a. Heu, bah, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à, en Inde, en Asie, les graines et la racine comme tu dis. Hem, il y a aussi une mention en Égypte d'un papyrus, qui figurait, 16 remèdes, particuliers et dans lesquels figurait, le lotus. Tu vois? Donc qui était vraiment utilisé aussi pour soigner. Tu vois? Un peu soigner l'âme, mais on peut soigner le corps avec le lotus. Et j'avais aussi vu qu'on pouvait en faire du pain, en pilant les graines. Waouh! Donc voilà, c'est il y a beaucoup à faire pour le lotus et il y a beaucoup de façons de le consommer. Donc c'est vraiment, enfin tu vois, on pourrait y passer des heures finalement sur cette plante-là tellement elle a alimenté. Donc moi je trouve que c'est fascinant d'être face à quelque chose d'aussi grand et qui nous dépasse finalement parce qu'il y a plein de plans qu'on n'est pas en mesure, forcément là d'approcher. Est-ce que tu voudrais peut-être, alors, enfin en fait j'allais dire, brièvement, mais pas forcément, tu prends ton temps si tu veux, expliquer un peu, ce que tu transmets dans ces 4 capsules vidéo, qui sont disponibles sur YouTube, et aussi, peut-être le rapport aux éléments qu'on n'a pas encore, enfin que tu as évoqué, mais qu'on n'est pas vraiment rentré dans le détail. Tu parlais de Pline l'Ancien, sur une des vidéos et je trouve que c'est quand même un monsieur qui est très important pour la réception qu'on a des plantes et du monde, antique. Donc est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots? Carrément. Alors, voilà, il y a 1 an,
après, voilà, ces années à cheminer avec le lotus où justement j'ai exploré, en fait, ce que je t'ai expliqué, que j'ai commencé avec les infusions, donc on va dire, la médecine de l'eau, que j'ai ensuite développé avec les parfums, qui est plus lié à la médecine de l'air. Ensuite, j'ai exploré l'art des encens, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est un grand, pan de l'art de vivre égyptien. En fait, à travers ces pratiques, tu explores la médecine des éléments, puisque tu viens utiliser l'élément directement avec la plante et donc du coup, ses propriétés thérapeutiques, ses bienfaits et ses effets sur toi vont être influencés par l'élément que tu utilises. Donc par exemple, tout ce qui est lié à l'eau, ça va être très, lié à l'émotionnel, à l'âme aussi. Tout ce qui est lié au feu, c'est plus spirituel, métaphysique. Par exemple, le lotus bleu est une plante qu'on peut fumer et c'est d'ailleurs une plante dont certains bienfaits ne sont accessibles que par la médecine du feu, Mmh. qu'on peut appréhender aussi avec, les encens, même si c'est un peu différent. Mais voilà, donc il y a, à la fois, c'est une plante qui symbolise, enfin pas qui symbolise, qui est une écriture sur les 4 éléments. Donc elle prend racine dans la terre, elle commence à pousser dans l'eau, elle pose ses feuilles sur l'air, fait sortir son bouton et l'épanouit au soleil, donc au feu. Donc elle est vraiment porteuse d'une sagesse sur, comment traverser les 4 éléments, dans le physique comme dans le subtil et en même temps, on peut l'appréhender par justement ces mêmes 4 éléments moi, c'est comme ça que j'ai énormément approfondi ma relation avec et mes compréhensions aussi parce que comme tu dis, si tu manges du lotus, bien sûr, ça va pas te faire, les mêmes, intégrations, bienfaits thérapeutiques que si tu bois une infusion, que si tu fumes, que si tu utilises un parfum. Voilà. Donc, dans cette série de vidéos, j'ai retranscrit en fait, ma compréhension intérieure basée sur les textes égyptiens et puis, d'autres, sur plein de sources en fait. Et ben, mes compréhensions sur cette plante, les découvertes clés que j'ai faites. Donc le 1er épisode parle de la vision égyptienne du lotus bleu entre le microcosme et le macrocosme. Donc, ils voyaient dans le lotus bleu, donc des racines jusqu'à la fleur, une écriture du cosmos. Ça aussi, ça revient souvent quand tu as dit, c'était beaucoup utilisé, le lotus pour parler, de la course du dieu soleil Ré. Hem, Bah, vraiment, ils voyaient le lotus comme une écriture du cosmos. Donc les pétales bleus du lotus représentaient la nuit. Le cœur d'étamines dorées du lotus, donc ce sont des étamines jaunes, représentaient le soleil. La tige représentait Mercure, les feuilles Vénus, la gousse qui entoure le fruit Mars, le fruit à l'intérieur Jupiter, la graine, et enfin les racines Saturne. Donc mon Mmh. premier épisode de la série parle de ça en fait et qui en fait une cartographie initiatique de soi. Parce que ben on peut s'étudier comme un lotus, avoir ses forces à l'intérieur de nous. Donc le soleil à l'intérieur de nous, Vénus à l'intérieur de nous, Mercure, etc. Donc déjà, moi, ça m'a donné beaucoup de clés parce que ça m'a appris à voir le monde comme un Égyptien, c'est-à-dire par la pensée analogique et plus analytique. Ça aussi, tu as vu dans les épisodes, après j'en parle. En fait, ils étaient porteurs d'enseignements là-dessus. Où la pensée analytique, c'est la pensée rationnelle, c'est le cerveau gauche qui peut découper les infos, les recouper. Donc, par exemple, on peut étudier un texte sacré égyptien, tout découper, tout traduire et tout. Mais si on n'a pas la vision analogique, la partie droite du cerveau, qui elle peut regrouper les informations et avec le pouvoir de l'intuition y mettre du sens, bah, on comprend pas. Et donc tout ça, c'est l'enseignement de l'œil d'Horus. Donc voilà, les Égyptiens portaient toute une sagesse sur voilà, le mythe de l'œil d'Horus qui a été détruit par Seth et qui justement fait référence au cerveau droit, à cette partie de notre esprit qui s'est éteinte en fait avec l'hypermatérialisme, mais que les Égyptiens avaient extrêmement éveillé. Donc ça, c'est un épisode à part entière. Je parle aussi de Néfertem, on en a parlé, le dieu lotus. Je parle aussi de la traversée des 4 éléments qu'on vient d'aborder, donc vraiment l'écriture du nénuphar qu'on peut appréhender de manière analogique, se dire ah, en fait, ça me parle aussi de processus que je vis à l'intérieur. Et le dernier épisode, qui est vraiment un peu la clôture de cette série, c'est
sur, le livre des morts égyptiens, où là, j'ai pris, justement comme, référence académique, le livre de, Normandie Ellis, qui est une femme et elle, ça se voit qu'elle a donc c'est vraiment une éminente, chercheuse. Elle a passé son sujet, elle le connaît sur le bout des doigts d'un point de vue analytique, parce que voilà, elle a fait les études, elle a fait les recherches, mais elle a aussi l'expérience intérieure et donc sa traduction, elle est vivante. Ça se voit elle a vécu les mystères de l'intérieur et qu'elle les retranscrit et bah, moi, c'est sa traduction qui m'a permis de décoder tellement de choses sur ces mystères égyptiens, où il y a évidemment le texte le plus important pour moi, qui est vraiment mon fil conducteur dans toute cette, étude du lotus, c'est l'incantation devenir un lotus. Donc voilà, qui est une incantation du livre des morts, qui parle en fait du processus justement de renaissance du lotus et et qui est incroyable. Moi, elle a vraiment transformé ma vie cette incantation et et je vois le côté vivant. Tu te dis: «C'est incroyable, ce texte, il est encore vivant» parce que tu peux vivre, toi, ce qui est décrit dedans et tu peux étudier le lotus qui te montre toujours le même message. Donc Mmh. voilà pour cette série de vidéos et ensuite que j'ai, poursuivi de manière, parce que tu vois, voilà, c'est ça le problème et en même temps la beauté des mystères, c'est que tu peux en parler, mais le mystère, tu peux pas l'apprendre, tu peux que le vivre et le faire éclore. Donc c'est ça aussi un des mystères du lotus, c'est que ça te parle de ce processus qui est tellement subtil et donc j'ai poursuivi, cette série de vidéos qui s'appelle «Les mystères du nénuphar sacré du Nil» avec une initiation qui s'appelle «La voie du lotus bleu» et qui justement vient parcourir de l'intérieur ces sphères de conscience dont on a parlé, les pétales bleus qui représentent le subconscient, les étamines dorées, la conscience, et cetera. Et en fait, c'est un voyage à l'intérieur de soi et en fait, pour moi, c'est une régénération des mystères, des écoles à mystères en Égypte. Parce que ça, on en a pas parlé, il y a trop de choses à dire, mais le Nil a la forme d'un nénuphar et les Oui, temples à j'imagine. mystère en Égypte étaient situés parfois tout en haut, au sommet des pétales, parfois un peu plus bas, parfois sur la tige. En fait, c'était, et dans chacun de ces temples, ils initiaient à différents degrés de conscience et tout ça est contenu juste dans l'existence du nénuphar bleu. Donc voilà. Mais oui, je j'ai pas évoqué le fait qu'effectivement le Nil avait la forme d'un nénuphar, ce qui est un peu fantastique, quand même. Il y a trop à dire. Hem, mais il y a trop à dire et peut-être pour conclure et à la fois pour ouvrir, est-ce que toi tu sens que, il y a une autre plante qui t'appelle, qui te demande, justement de venir à sa rencontre? Heu, on n'a pas vraiment parlé du lotus blanc, mais bon, en tout cas, est-ce que toi, voilà, où est-ce que ça t'emmène? Peut-être que c'est le lotus jusqu'à la fin, hein, je ne sais pas. Mais oui, quel est est-ce que parce que j'imagine que ça nourrit ton rapport aux plantes, ton rapport, global, à ton environnement, cette espèce d'initiation avec le lotus. C'est Est-ce ça. que tu sais où ça t'emmène tout ça? Eh ben alors, tu l'as dit, au lotus blanc. Je vais t'expliquer pourquoi, Ah! mais ce que tu as dit aussi vrai, c'est qu'en fait, j'ai appris avec le temps que plus je me concentrais sur un sujet et ben, plus en fait ça me permettait de l'appréhender en profondeur, d'y amener de la clarté. Alors que j'adore moi étudier tout. Donc ça, tu vois, par exemple, vraiment me concentrer sur juste le lotus bleu, ça va amener tellement loin. Donc maintenant, j'essaie un peu de garder cette dynamique tout en m'ouvrant à d'autres choses. Mais comme, j'habite dans un jardin-forêt, quoi, j'ai planté des tonnes de plantes, d'arbres, de fruitiers, puis j'ai mon bassin, donc en fait, pour moi, tout est vivant et m'enseigne. Les grenouilles, m'enseignent, tu vois, l'art de la vibration de la gorge. Enfin, vraiment, j'ai ce regard avec tout et ce que je fais, c'est que ce qui se présente à moi, je l'étudie, tu vois? Maintenant, je fais ça. Je me dis par exemple, j'ai trouvé un petit moineau blessé il y a pas longtemps, il y a une semaine. Bah, tu vois, maintenant, je prends le temps de me dire: «OK, qu'est-ce que c'est le moineau? Qu'est-ce qui te raconte le moineau?» Donc j'essaie de l'observer, puis je vais lire après, je vais voir: «Ah,
Et puis là, je me rends compte, attends, le moineau, dans les traditions antiques, au Moyen-Âge, c'était un animal lié à la spiritualité, dans la simplicité et tout. Je suis là, oh là là. Et tu vois, tu prends soin de ton petit moineau et en même temps, tu gamberges. Donc maintenant, je fais ça. Et j'aime beaucoup parce que chaque année, figure-toi que ben, j'ai quelques animaux, quelques plantes qui me donnent des grandes leçons. Mais parce que mon regard a changé. Tu vois, il y a, par exemple, on a des immenses eucalyptus et chaque année, ils perdent leur peau. Et tu vois, on parle beaucoup de la mue du serpent, c'est un animal sacré dont on parle en long, en large et en travers, mais l'eucalyptus porte un peu le même enseignement. Mmh. J'ai parlé des libellules, bref, je parle de plein de choses sur mes comptes parce que bah, justement, quand je vis un peu ouais, ces initiations, ces apprentissages, j'aime bien partager. Et bah, là, récemment, j'ai trouvé, une mue de serpent, mais juste la tête, tu vois? J'ignore pas, je l'ai gardée et je vais l'étudier, tu vois? Donc voilà, du coup, ce que ça a transformé dans mon rapport au vivant. Vraiment, je suis beaucoup plus attentive, mais je laisse la vie me présenter ce que j'ai à étudier parce que je sais que c'est juste. C'est qu'il y a un message pour moi à ce moment-là, par rapport à ce que je vis, par rapport à là où j'en suis. Mais honnêtement, déjà, chaque année, le lotus, je me dis: «Bah, la leçon, elle est toujours bonne. On continue d'apprendre, on continue d'approfondir». Mais du coup, bah, j'ai commencé à explorer le nénuphar blanc parce que, j'ai trouvé ça trop mystérieux, en fait, ces notions de couleurs. Je me suis dit: «Mais attends, il y a presque les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans la plante. Pourquoi nanana, nanana? Pourquoi le bleu, pas le blanc?» Bref, donc comme il y a très peu d'informations, bah, comme d'habitude, je me dis: «Bah, expérimente toi-même». Et donc le nénuphar blanc, j'ai commencé à l'explorer. C'est une plante, beaucoup plus douce et subtile, qui moi m'évoque la pureté, donc c'est normal. En fait, c'est un peu la plante du silence. Elle a pas beaucoup d'odeur, elle a pas beaucoup de goût, mais, elle est magique. Elle a vraiment, bah, voilà, il y a toute une sagesse dans la pureté. Donc par exemple, bah, j'aime beaucoup, l'appréhender, sous ce prisme. J'aime beaucoup faire des cérémonies du thé du lotus blanc, vraiment dans le calme, les moments où justement j'ai envie de revenir à une forme de pureté. Et une chose rigolote sur le lotus blanc, déjà qui montre à quel point tout cela est mystérieux, c'est que c'est une plante anaphrodisiaque. C'est-à-dire, elle calme les ardeurs sexuelles. Alors que, comme tu l'as soulevé, le lotus bleu est aphrodisiaque. What the fuck? Pourquoi? Genre, le bleu, c'est aphrodisiaque, le blanc, ça l'est pas. C'est trop bizarre. Donc, Oui. je sais pas. Sinon, après, elles ont à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire calmant, relaxant. De manière générale, quand tu dis que tes étudiants associent au bien-être, c'est vraiment une plante calmante, mais aussi très douce. Et c'est là où c'est un peu les dérives de dire que c'est une plante psychédélique et tout ça, parce que franchement, il faudrait vraiment s'en boire des litres et des litres pour être, voilà, mais le nénuphar blanc a vraiment ses propriétés calmantes, apaisantes et anaphrodisiaques, et on l'appelait l'herbe aux moines au Moyen Âge parce que c'était utilisé par les moines pour se Ah calmer. oui. Donc c'est intéressant parce que tu vois, ça aussi, je me suis dit, OK, les moines, ils l'utilisaient pour se calmer, donc c'était utilisé dans un cadre, pas religieux, mais voilà. Tu vois, c'est là où c'est intéressant de te dire, bah, il y a le lotus blanc en Asie, mais nous, nos moines, ils utilisaient ça, c'est quand même curieux. C'est parce que je pense qu'il y a vraiment, une propriété comme ça de, bah, de pureté, de revenir à soi, de pas disperser son énergie, d'être centré. Heu, donc voilà, mes explorations. J'ai exploré aussi le lotus rouge, enfin nénuphar rouge, pardon. Là, je parle que de nénuphar parce que le lotus, j'en fais pousser, mais j'en ai très peu et c'est beaucoup plus rare à se procurer comme je fais en infusion, les fleurs entières. Et le nénuphar rouge, je j'ai pas encore percé ses mystères, mais peut-être c'est le prochain. Et le nénuphar rouge, tu le fais pousser du coup? Oui, moi j'ai toutes les Mmh. couleurs dans mon bassin. J'ai jaune, rose, rouge, blanc, bleu. C'est ça à peu près les couleurs. Mmh, ça doit être trop beau. Ouais, c'est trop beau. Mais alors ça aussi, c'est intéressant et c'est là où c'est important de vivre les expériences. Dans le réel, directement, c'est qu'ils poussent pas au même moment. Et le premier à pousser, c'est le blanc. Le blanc, c'est en mai. C'est le premier qui pousse et qui sort.
Mais tu vois, toi, tu m'as dit que tu en as vu des blancs. C'est vraiment, les plus robustes, les plus forts qui poussent, les premiers vers les derniers aussi. Et donc les autres, c'est beaucoup plus, épars. Le lotus bleu, par exemple, il a éclos il y a pas très longtemps. Il est très tardif. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et j'ai vu une autre chose, c'est, mais voilà, c'est à vérifier, je ne sais pas comment on vérifie ça, mais tu sais, sur les fréquences vibratoires des fleurs, il y a pas mal de contenu, par exemple, sur la rose, qui est dite avoir une fréquence vibratoire de 320 mégahertz, quelque chose comme ça, qui est la fréquence la plus élevée. Et j'ai vu que, les lotus, en fait, sont les fleurs avec les fréquences vibratoires les plus élevées, dont le lotus blanc qui est juste, dans les 900 mégahertz. J'étais là, Ah oui. mais après encore une fois, maintenant comme il y a de tout, en fait, j'ai vraiment, essayé de mieux rechercher ce sujet. J'ai pas trouvé de source, suffisante, tu vois? Donc je me dis: «Bon, est-ce que c'est Mmh, vrai?» mais ça m'emmène quand même, à faire une transition sur, ce projet qu'on a ensemble d'aller explorer, heu, ces plantes traditionnelles, ces plantes, qui étaient, partie prenante de la vie rituelle. C'est ça, j'essaye de le dire comme ça, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était, toutes ces plantes, vraiment, qui étaient soit consommées, soit offertes, soit brûlées. Hem, Comment on les consommait? Pourquoi? D'aller faire un espèce de panorama des plantes un peu sacrées. Là, moi, je pense, par exemple, à la verveine. C'est vrai que ça me tue. Aujourd'hui, on pense à la verveine en tisane, genre, tu vas chez ta grand-mère, tu bois de la verveine, mais en fait, c'était une plante tellement sacrée, dans les temples, grecs. C'était, une des plantes les plus sacrées, les plus importantes qu'on donnait en offrande et hem et du coup, moi, je suis toujours en dissociation quand, je vois la place qu'a la verveine aujourd'hui, en mode vraiment, tisane de grand-mère, quoi. Enfin, il y a vraiment aucune, tu vois, tu parlais de cérémonie du thé. Ouais, je suis pas sûre que ce soit ça pour la plupart des gens, et du coup, c'est vraiment important et je suis très heureuse de porter, ce projet avec toi. J'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Hem, voilà, d'aller essayer de recomprendre et de mettre les lunettes, en fait, de ces civilisations-là, dans le rapport qu'elles avaient aux plantes, dans aussi, ce qui est attesté. Là, tu vois, moi, je pense à la visite de musée que j'ai fait il y a plus d'un an déjà maintenant, où on parlait toutes les 2 là de du kifi, qui est ce fameux encens, égyptien, fait à partir de différentes résines et de différents, de différentes résines, épices, enfin il y a plein de choses dedans, de ce fameux pays de Punt aussi, qui était un peu un ailleurs mystérieux, sacré, merveilleux, où on allait chercher tout ce qui était très précieux, qu'on n'avait pas forcément en Égypte et c'était d'ailleurs, si je me souviens bien, une façon pour, le souverain en place de faire cette expédition au pays de Punt, qui était plus du côté de l'Arabie, d'asseoir son pouvoir parce que justement il avait fait cette expédition, il avait ramené les précieux, au sein du royaume et du coup, enfin voilà, je sur ce bassin méditerranéen, toutes les 2, je sens qu'on voit se dessiner une espèce de cartographie un petit peu des plantes comme ça qui, mmh, qui demandent à être, explorées et à être, remises en lumière, tu vois? Que ce serait magnifique tu vois, de retrouver des rituels à la verveine, Carrément. heu, enfin, de se reconnecter un peu à la façon dont les anciennes populations avaient de se comporter avec ces plantes-là, le basilic, enfin voilà, ces choses que nous on met sur nos tomates, tu vois? Il y a vraiment pour moi c'est aussi, une espèce de souveraineté à retrouver, ça, ce rapport aux plantes-là. Donc je te remercie très fort, Lison, pour cet épisode, à mes côtés. Je te remercie d'avoir, donné tes lumières et tes, intuitions, tes sensations aussi vis-à-vis de cette plante si particulière et du coup, écoute, on se retrouve très vite pour, d'autres explorations dans d'autres formats. Si tu as quelque chose, une actualité à partager ou si tu veux rediriger les gens vers, ton site, tes réseaux sociaux, n'hésite pas à le faire. Si tu as un mot de la fin, je te laisse la parole.
Bah, merci beaucoup, c'était hyper, agréable de parler de tous ces sujets. Moi, je suis toujours, plein d'enthousiasme et bah, voilà, si vous voulez découvrir, mon univers, c'est, Maison Nymphéa, sur Instagram, sur, Google, voilà, vous pourrez nous trouver. Sur YouTube aussi, j'ai changé, le nom pour retrouver la série, Les Mystères du Nénuphar sacré du Nil et voilà, vous faire votre propre exploration. Bah, merci beaucoup Léa et puis j'ai hâte de la suite. Avec plaisir, n'hésitez pas à aller retrouver les merveilleux lotus de Lison sur sa boutique et cette huile fantastique. À très vite Lison, merci beaucoup et à très bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode de podcast sur les voies de Caliantus.